Fondée au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Organisation internationale du travail s'est donnée pour mission de faire avancer la justice sociale et de promouvoir le travail décent dans le souci d'une paix durable. En 1946, elle devient la première agence spécialisée de l'ONU nouvellement créée. L'OIT élabore la législation sociale et du travail au niveau international sous la forme de traités et de recommandations. L'agence conçoit en outre des campagnes pour favoriser le travail décent pour tous. Son fonctionnement est tout à fait unique. C'est la seule agence tripartite de l'Organisation des Nations Unies. Elle se compose en effet à la fois de représentants des gouvernements, des employeurs, mais aussi des travailleurs des 187 États membres. La CSC est bien représentée au sein de l'agence. Une délégation importante assiste chaque année à la conférence annuelle de l'OIT. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le président de la CSC occupe un rôle central au sein de cette organisation. Il est le porte-parole chaque année du groupe des travailleurs à la commission de l'application des normes. Cette commission veille au respect de l'application des normes fondamentales du travail au sein de chaque État. La CSC porte donc la voix de 3,5 milliards de travailleurs. Le rôle de la CSC est reconnu et salué partout sur le globe terrestre et son action est considérée comme percutante. Luc Cortebet, qui a été président de la CSC de 1999 à 2011, est très impliqué dans l'OIT. Il a été jusqu'à assurer la fonction de président du conseil d'administration de 2017 à 2018. Aujourd'hui encore, il est un membre actif de l'exécutif de l'OIT. Il commente pour nous les enjeux internationaux actuels. L'importance du multilatéralisme a diminué ces dernières 10 années, certainement. Et donc, c'était déjà le cas avant Trump. C'était déjà le cas avant un élément comme Brexit. Ça existait déjà. Et donc, ça va ensemble avec l'affaiblissement des démocraties et la démocratie comme modèle de gestion, de gouvernance dans les pays. Regardons le Brésil avec Bolsonaro, Orbán en Hongrie aussi, Poutine naturellement, Erdogan, Modi en Inde, Xi Jinping en Chine et Duterte aux Philippines. Il y a encore beaucoup d'autres. Et pourquoi les démocraties s'affaiblissent? Je pense que le nœud, l'élément le plus important, c'est qu'ils ont perdu leur classe moyenne. Ils ont perdu leur classe moyenne parce qu'il y a le néolibéralisme, il y a la globalisation, la mondialisation sans correction. On peut être contre ou pour la mondialisation, on va y revenir, mais en tout cas, sans correction, ça ne marche pas du tout. Et on a prêché l'austérité aussi en Europe après la crise financière, l'austérité comme moyen de gestion financière et économique. Et est-ce que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Et si les pays affaiblissent leur démocratie, leur sentiment de travailler ensemble, affaiblissent leur coopération, ça a des conséquences. Parce que ça veut dire que les autres grands qui existent dans le monde, les grandes multinationales, ils prennent donc à ce moment-là le pouvoir. Les Google, les Microsoft, les Facebook, etc., on les connaît. Donc les compagnies digitales, mais aussi d'autres, ce sont eux qui vont diriger le monde, qui vont jouer les pays l'un contre l'autre et naturellement, ils vont oublier de payer leurs taxes, des taxes desquelles nous avons besoin.
honnêtement, on se sent de moins en moins à l'aise avec ce qui vient de l'extérieur. Aussi, le virus est venu de la Chine, etc., l'Italie, et donc on se sent moins certain, moins sûr. Et donc c'est pour ça que de plus en plus, il y a beaucoup de raisonnements qui montent. Par exemple, les isolationnistes, les nationalistes, ils disent « Ah oui, c'est bien de se retirer politiquement derrière nos frontières. La Wallonie, la Flandre, Bruxelles, etc. » Certains antiglobalistes vont dire que c'est bien de se retirer sur la proximité. Autre raisonnement, même résultat. Les activistes en faveur du climat, ils vont dire « Ouais, mais c'est bien qu'il y a moins de voyages. » Ce qui est vrai aussi. Moins de voyages de personnes, moins de transport de matériaux. Hein, c'est bien. Ce seront les gens du climat qui vont le dire. Et les entreprises, peut-être, ils disent maintenant, avec la digitalisation, avec l'automatisation, on peut reprendre nos productions qui étaient dans les pays pauvres, dans le temps et maintenant. Donc, on peut les prendre chez nous de nouveau. Avec la digitalisation, en tout cas, la production est moins chère qu'avant et on sait le faire. Donc, des motivations très différentes pourraient nous guider vers des narratives politiques très populaires, très populistes, je crains. Et est-ce que nous voulons vraiment aller vers le protectionnisme? Seulement nos marchés, nos pays. Est-ce que nous voulons vraiment démanteler le multilatéralisme, la coopération entre les pays? Parce que, en fait, c'est la seule protection que les gens ont pour les droits humains. Et ce seront seulement les géants technologiques qui vont diriger le monde. Ils seront encore plus forts qu'avant. Et entre-temps, il faut aussi un peu penser aux autres pays, par exemple la Bangladesh, etc. Est-ce qu'on va prendre la production? Naturellement, ils ne sont pas bien payés, ils n'ont pas un travail décent. Mais maintenant, les gens se plaignent là parce qu'ils disent « Oui, mais maintenant, tout ce que nous avions, même si nous sommes encore pauvres, on avait quelque chose et maintenant ça part aussi. » Donc on voit que ces idées, il faut vraiment penser à tout ça et on ne peut pas aller dans cette direction. Et je pense que la vérité se trouve un peu au milieu. Et dans les congrès de la CSC, j'ai entendu et j'ai vu dans les brochures des mots comme glocalisation, un mot qui n'existe pas naturellement, mais on a les deux éléments, la globalisation et le local. Et je pense que les deux éléments sont très importants. De temps en temps aussi, les spécialistes multilatéral, il parle aussi de la remondialisation de bas en haut. Là aussi, donc ça pourrait être une bonne idée. Et naturellement, il faut que les chaînes d'approvisionnement, il faut les régler, c'est très clair. Et il faut aussi qu'ils respectent les règles. Il faut qu'on investisse dans les pays pauvres dans le monde, des investissements pour qu'eux-mêmes savent faire leur production aussi pour eux, qu'ils savent aussi consommer comme nous avions les chances. Et donc, ça pourrait être, donc on parle à ce moment-là de la formalisation de l'informel, qui est aussi une idée qui existe à l'Organisation internationale du travail et on y travaille de plus en plus. Comment le faire? Et là, on a un accord aussi, les employeurs qui ne veulent pas une concurrence, une compétitivité qui n'est pas OK. Et les travailleurs se trouvent ensemble. Et je pense que cette formalisation de l'informel est un élément et sera un élément très important pour l'économie, mais aussi pour le social dans l'avenir.
Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut, c'est vraiment chercher l'équilibre entre ces différents éléments et surtout, nous comme syndicalistes, nous comme gens qui sont pour la justice sociale, il ne faut jamais laisser à d'autres donc la discussion et le fait de diriger la globalisation, la mondialisation, parce qu'on a besoin de la mondialisation pour plus de justice, pour plus de justice sociale. Donc ça, c'est un élément très important, parce que c'est seulement au niveau international, et surtout au niveau international, qu'il existe des règles pour les droits de l'homme et le droit des travailleurs. C'est un élément qui est important dans le monde à ce moment-ci. Naturellement, il ne faut pas être naïf non plus. Ce ne sont pas seulement 2 personnes qui savent changer le monde, mais quand même, il y a des éléments qui pourraient être intéressants. Et j'espère surtout que dans leur pays même, ils savent retrouver l'équilibre, parce que c'est très clair que les travailleurs sont très frustrés. Il y a beaucoup de travailleurs qui ont voté pour Trump, parce qu'ils étaient trop frustrés. Donc ils ont suivi le populisme qui n'est pas du tout généreux pour eux, pas du tout. Donc j'espère bien que là, ils savent aussi faire l'équilibre, que les travailleurs, les pauvres aussi, l'inégalité est incroyable dans le pays, qu'ils savent de l'une ou de l'autre façon donc régler ce problème. Mais au niveau international, je pense qu'avec Biden, on a quelqu'un qui connaît le monde. Encore plus que le président Obama, par exemple. Il connaît le monde, il connaît le multilatéralisme, il connaît les Nations Unies très bien, il est un grand connaisseur de l'Amérique latine, donc il connaît bien ce qui est aussi un élément important, et je vais y revenir. Je pense aussi que les droits de l'homme vont de nouveau avoir une place, et que j'espère bien qu'ils vont retourner au Conseil des droits de l'homme, parce que les États-Unis sont partis du Conseil des droits de l'homme à Genève. Donc j'espère bien et je pense qu'ils vont revenir. Ils ont déjà dit qu'ils reviendront dans l'Organisation de la santé, l'Organisation mondiale de la santé. Et je voudrais dire que, par exemple, dans le budget normal des Nations Unies, de l'OIT, mais aussi de l'Organisation de la santé, dans le budget normal, c'est 20%. Mais les projets sont financés par 40% par l'Amérique, par les États-Unis. Donc c'est incroyable. Donc au moment qu'ils partent, c'était aussi notre crainte à l'Organisation internationale du travail, qu'à ce moment-là, ça serait autre chose. Donc ils donnent beaucoup, donc les États-Unis. C'était le cas toutes les années en avant. Avec Trump, ça a bloqué un peu, mais heureusement, ça va reprendre maintenant. Et si on compare avec la Chine, par exemple, la Chine se montre comme le grand, mais ne paye pas trop. Donc, et ils n'investissent pas dans des projets multilatéraux. Donc, il faut regarder tous ces éléments-là. Donc, ce sont des changements. Ils vont aussi retourner vers l'organisation du commerce et je pense qu'ils vont reprendre un peu les places parce que la Chine a profité de la situation. Donc il y avait beaucoup de postes à haut niveau dans le multilatéralisme, l'organisation donc des Nations Unies, les organisations des Nations Unies, et donc la Chine a pris l'une après l'autre place de haut niveau parce que les Américains n'étaient plus intéressés. Et voilà, donc je pense que les États-Unis vont reprendre leur place. Et ce qui veut dire que ça donne aussi pour l'Europe une possibilité. Parce que mon idée est toujours, et je reviens sur l'Europe, mais s'il y a un continent, peut-être petit comparé avec les autres, mais s'il y a un continent qui
peut donner l'exemple sur les droits de l'homme, sur les droits des travailleurs, la sécurité sociale, la protection sociale, le climat, etc., c'est l'Europe. Et donc s'il y a cette coalition entre les États-Unis et l'Europe, ça peut aider. Et donc c'est ça ce que j'espère en tout cas, que comme ça, ça peut aider aussi les travailleurs, nous, à l'Organisation internationale du travail, que de nouveau les États-Unis seront là. Je dois dire que aussi, c'est curieux de temps en temps, mais les hauts fonctionnaires qui sont restés à l'OIT et qui représentaient les États-Unis ne sont pas changés par Trump. Et donc, il me disait toujours, Luc, voilà, on travaille et on soutient, on ne va pas intervenir beaucoup de fois de notre côté, mais on soutient quand même. Donc, le moment que ça sera visible chez Trump, à ce moment-là, on aura un problème. Et c'est comme ça qu'on a toujours eu, pendant ces années, ces 4 années, on a quand même eu le soutien de ces fonctionnaires, de ces hauts fonctionnaires qui venaient des administrations de Clinton et de Obama. Donc c'est comme ça que nous avons travaillé. Maintenant, ils ont fait le pont maintenant et j'espère bien que ça va aider. Donc je pense bien qu'il y aura quand même une différence, qu'ils vont faire une différence, Biden et aussi la vice-présidente Harris. Et la Chine se montre, comme vous savez, de plus en plus comme le grand. Et il y a des éléments, et des éléments positifs. Donc il faut dire que, par exemple, le syndicalisme, donc on travaille dans notre groupe travailleurs à Genève, nous avons aussi la Chine. Ça veut dire le ACFTU, qui est une organisation qui est liée à l'État. Donc aussi donc à la partie communiste et voilà, donc c'était un peu difficile, mais d'autre part donc c'est un grand monde, donc si on compte les Chinois dans le monde, ils sont quand même très importants aussi, les travailleurs. C'est pour ça qu'on a fait le choix de les prendre dans notre groupe travailleurs. Jusqu'ici, donc j'étais président du groupe travailleurs et j'ai aussi président de l'organisation en général, mais donc la Chine en général dans l'OIT était plutôt positif. Donc je parle surtout la dernière décennie. L'organisation du syndicat est donc partie du système, donc ils ont eu besoin, l'État a eu besoin de plus en plus du syndicat. Pourquoi? Parce que donc s'il y a quand même des tensions dans les grandes entreprises qui existent de plus en plus en Chine, des multinationales ou des entreprises chinoises, donc ils ont le syndicat et le syndicat a donc le métier de voir s'il y a des problèmes et s'il y a des tensions et même des grèves. À ce moment-là, c'est au syndicat d'apaiser la situation. Pas seulement apaiser, parce que ça veut dire, et donc ils ont eu beaucoup de résultats, aussi, donc ils sont dans la négociation des salaires, du système de sécurité sociale, etc. Ça, ils ont fait. Ils le font. Donc, mais c'est toujours c'est pas comme chez nous, que nous sommes libres, de temps en temps aussi avec des tensions, etc. Mais quand même, nous sommes des organisations libres. Mais d'autre part, donc, ils ont bougé. Et c'est dans ce sens que aussi les organisations internationales, mais aussi la CSC, que nous avons nos connexions avec la Chine. Maintenant, la question est comment est-ce que ça va évoluer? Parce que, naturellement, avec Xi Jinping, qui a dit, voilà, je suis le président et je reste le président. Donc, de nouveau, il donne un peu l'idée qu'il va rester, qu'il ne va pas mourir. Donc, c'est quelqu'un comme Mao, qui n'allait jamais mourir. Donc, c'est un peu cette idée-là. Et donc, c'est de nouveau, et ça devient de plus en plus clair, que c'est une dictature néolibérale. Ça, c'est clair.
ce qui était bien les dernières années, c'était aussi qu'ils ont construit une sécurité sociale. Où est-ce qu'ils ont vu l'exemple? Chez nous. Ils sont venus ici, ils sont venus en Europe, ils sont venus en Belgique, ils sont venus chez les organisations patronales, chez le gouvernement, chez les organisations syndicales, à la CC, ils sont venus pour voir, et donc ils ont pris le système de pension, par exemple, le système de santé, etc., donc notre système en général de sécurité sociale. Allez, c'est une copie de tout ça que les Chinois ont fait. Résultat, 100% des Chinois ont un droit aux pensions. Donc si on compare la situation maintenant avec 10 ans en avant, ils ont fait un progrès incroyable. Naturellement, ils sont aussi un peu logiques, hein, donc à un certain moment, donc, ils ont eu une croissance économique incroyable. Après, au moment de la crise financière, ils avaient aussi des problèmes. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donner plus aux travailleurs dans la sécurité sociale et dans les salaires, et comme ça, les gens ont consommé de plus en plus et ils ont remonté l'économie chinoise. Donc ça, c'est un peu l'idée et donc l'histoire de ces dernières années. La question est qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Et ça, ce n'est pas sûr du tout. En tout cas, tout ce qui se passe maintenant au Hong Kong, aussi, donc, les syndicalistes, pas seulement l'opposition, mais aussi les syndicalistes sont en prison maintenant. Il y a les Ouïghours, donc le problème des Ouïghours donc dans le pays, donc c'est vraiment du travail forcé. Et de plus en plus, le monde voit ces problèmes et le monde ne peut plus se taire. Je crois que les mois et les années de l'avenir, il y aura une tension. Et aussi, l'OIT sera plus en tension avec le pays que c'était le cas avant. Donc, c'est ce que je crains. Naturellement, il y a les éléments géopolitiques. Entre-temps, il y a donc les éléments digitaux, l'élément d'espionnage, etc. Donc tous ces éléments jouent sur le géopolitique. Donc je ne pense pas que Biden va reprendre beaucoup. Donc il sera très prudent avec la Chine, mais quand même, donc il y a certains risques. Et d'autre part, ils sont aussi en train, les Chinois, d'investir aussi vers l'Europe, le One Road, One Belt, hein, donc c'est l'ancienne route de la soie, hein, donc ils remontent avec beaucoup de moyens, de trains, des bateaux, etc. Donc donc comme ça, ils cherchent aussi des liens avec l'Europe. Certainement avec l'Europe de l'Est. Hein. Donc, on voit déjà que Orban, par exemple, est déjà grand ami. Et donc, tu vois, donc, ils ne sont pas amis des Russes, mais donc, ils vont plutôt vers les Chinois. Donc, mais quand même, moi, je pense donc qu'il y aura une tension sur les droits de l'homme de plus en plus et les droits des travailleurs. Et je pense que là, l'Europe et les États-Unis vont avoir la même vision. La question est comment l'Afrique, par exemple, va se comporter. Hein? Donc, parce qu'on va encore parler de l'Afrique, mais donc, vous savez bien que les Chinois investissent beaucoup en Afrique. Ils l'ont fait, mais donc, ils ne sont pas très ouverts vers la population africaine, pas du tout, d'une part. Mais d'autre part, maintenant, ils vont utiliser les moyens diplomatiques des vaccins. Donc, ils vont donner des vaccins aux pays de l'Afrique. Et je pense que c'est comme ça qu'ils vont soigner leurs relations diplomatiques. Peut-être aussi, et probablement aussi, vers l'Amérique latine. Et donc, tu vois, donc comme ça, donc ça sera... Allez, comment va tomber l'équilibre à un certain moment? Je ne sais pas du tout, hein, mais donc tous ces éléments vont jouer dans l'avenir, ça c'est certain. Et il y a différents problèmes qui se posent, et un des problèmes est naturellement à ce moment-ci, c'est
l'islamisme, hein, qui vient du nord ils sont déjà vers le milieu de l'Afrique et ils vont vers le sud. Et donc c'est Al-Qaïda, IS, Boko Haram, donc avec beaucoup de problèmes. Et les populations, les gens sont sous la pression de l'islamisme, donc ils n'ont plus la liberté qu'ils avaient. On le voit aussi dans des pays comme le Burkina. Et donc ça, on n'a jamais vu. Donc j'ai visité aussi le pays et donc ce qu'on voit maintenant, c'est incomparable. Et ça, c'est vraiment une crainte que nous avons. Cet élément-là, il y a un deuxième élément qui est très important et difficile, c'est la démographie. Ce qui veut dire que en 2050, la moitié des Africains aura l'âge de moins de 24 ans. Donc il y aura donc en 2050, il y aura 50% des Africains qui auront l'âge en dessous de 24 ans. Ce seront des jeunes. L'Europe devient de plus en plus vieux, très clairement. Et voilà, donc c'est un élément. Deuxième élément est que la population à l'âge du travail diminue partout dans le monde. Aussi en Europe ça diminue et donc on parle de nouveau de 2050, donc on aura une diminution de la population qui est à l'âge du travail de 14%. Mais entre-temps, en Afrique, ça augmente la population avec 12%. Donc voilà, il y a différents facteurs qui disent que nous savons tous que la démographie, que la migration est un problème très, très, très délicat et très difficile. Mais on voit quand même les éléments et il faut travailler là-dessus. Et c'est pas seulement notre pays qui sait le faire. Ça, c'est aussi le multilatéral qui doit le faire. Et le comment, c'est ce que nous faisons, par exemple, comme OIT, c'est dans les camps des réfugiés qui sont là, on investisse de plus en plus. Et on crée des entreprises. Parce que naturellement, ce sont des sociétés qui ont besoin de beaucoup de choses. Donc on crée des petites entreprises et comme travailleurs, on a naturellement les réfugiés d'une part, mais aussi les gens du pays même. C'est comme ça qu'on rassemble de plus en plus ces gens-là. Donc, c'est comme ça que s'ils retournent, ils peuvent retourner vers leur pays, la Syrie par exemple. Donc, à ce moment-là, ils connaissent un métier, ce qui est important. Mais les autres qui restent et qui sont les autochtones de ces pays-là, eux aussi, ils savent naturellement travailler dans leur entreprise. Donc il y a un win-win, disons, pour tout le monde. Et c'est pour ça donc il faut investir. Il faut des investissements dans ces pays-là pour que aussi l'agriculture, mais aussi l'industrie pourrait commencer. Et donc c'est comme ça qu'il faut trouver l'équilibre dans l'avenir. Donc le grand danger, ce sont les investissements de la Chine. La Chine qui ne pense pas, je crains beaucoup, qui n'a pas beaucoup de respect pour les Africains, je crains, qui investit beaucoup, mais pour eux, d'une part, et maintenant, je pense qu'ils vont utiliser la diplomatie Corona, ils vont investir dans les vaccins et comme ça aussi acheter en fait les présidents, les premiers ministres des pays et c'est comme ça que ça va. Parce que si on regarde l'économie de ces pays, l'économie monte, il y a une croissance de l'économie, mais ce n'est pas réparti. Ça, c'est le grand problème. Donc, les problèmes, c'est OK, les influences d'une part, que les gens savent
savent s'organiser eux-mêmes et pas les Chinois et pas les islamistes. Donc ça c'est un élément. Et d'autre part, donc investir dans ces pays-là pour l'avenir. Et donc je pense qu'il y a et qu'il y aura des possibilités. On espère bien aussi que les Nations Unies font tout pour apaiser certains pays comme l'Éthiopie par exemple, mais aussi le Mali, on le sait très bien. Donc, et là on espère bien que aussi les pays en Europe aident aussi pour apaiser la situation dans les pays de l'Afrique. Je n'ai pas encore parlé du Moyen-Orient et donc on connaît les problèmes. Ce sont des problèmes très compliqués, mais qui sera encore un peu plus compliqué parce qu'on a trouvé beaucoup de gaz et du pétrole donc dans la région donc de la Méditerranée. Et donc c'est pour ça qu'il y a des tensions, qu'il y avait des tensions entre Cyprus par exemple et la Turquie. Et donc Erdogan, mais aussi les Russes. Donc c'est aussi que de plus en plus il y a même des Américains. Donc on va voir qu'il y aura de plus en plus des bateaux militaires de toutes les grandes nations qui seront de nouveau dans la Méditerranée, je pense. Donc ça c'est un élément qui est aussi très important. Et donc comme ça, la Turquie naturellement est aussi un pays très important. En fait, très lié avec l'Europe d'une part, mais d'autre part avec Erdogan, qui est aussi un des dictateurs, c'est quand même aussi un élément très difficile. Donc à un certain moment, il y avait même des discussions entre l'Europe et la Turquie. Mais pour que la Turquie entrait dans l'Europe, mais avec la mission, par exemple, que j'ai fait là, donc s'ils ne respectent pas suffisamment les droits des travailleurs ou les autres droits, ça ne va pas. Donc si la presse n'est pas libre, donc ça ne va pas. Donc il faut être plutôt prudent. Mais ça serait bien, donc s'il y aurait une autre gouvernance, ça pourrait être tout à fait différent. Mais je viens à la Russie, qui est quand même aussi dans la région très importante, et donc il faut lier un peu ce qui se passe en Bélarus, la Biélorussie. À ce moment-ci, donc les grèves des femmes surtout en Bélarus, d'une part, mais aussi l'effet Navalny en Russie. Et donc c'est très clair que Poutine a peur de ces deux éléments. Donc l'élément, donc toute la tension qui existe en Bélarus d'une part, mais aussi la tension qui devient de plus en plus grande chez lui. Donc normalement, il avait beaucoup de popularité chez la population, mais maintenant l'économie est tombée, donc ne marche pas très bien. Heureusement, ils ont un bon vaccin. Maintenant, ils font aussi leur diplomatie avec le vaccin. Mais donc, la Russie est un peu entre les deux. Et donc, on ne voit pas dans quelle direction la Russie va évoluer. C'est aussi une des questions qui sera naturellement importante. Et honnêtement, je ne connais pas la réponse. Pour ça, il faut voir l'avenir. Voilà, donc on a tourné un peu dans le monde entier. Ce que je pourrais dire, donc il y a eu toujours des éléments qui étaient mauvais dans le monde, des évolutions qui étaient mauvais. Maintenant, les éléments qui sont optimistes, je pense que la Commission européenne, l'ancienne Commission européenne et l'actuelle Commission européenne sont quand même de plus en plus positif, et donc il y a de bonnes négociations avec la CES par exemple, aussi les relations entre l'Europe et l'OIT est très bien, donc ça va très bien. C'est différent que si on compare avec la période Barroso, et donc là j'espère vraiment que l'Europe se reprend sur les grandes valeurs qui
desquels on a besoin pour l'avenir, sur le climat, le respect du climat, sur les soins, sur les investissements publics, collectifs, qui seront de plus en plus importants, et avec aussi donc la différence qui est faite avec les élections en États-Unis. J'espère bien que ça pourrait donner quelque chose pour l'avenir. Mais en tout cas, je voudrais terminer. Donc, on a parlé beaucoup des éléments géopolitiques, mais ce qui est important maintenant, peut-être on pense, oui, la Belgique est très petite, etc. Mais je peux quand même témoigner, c'est parce que la Belgique est très, très petite, pas dangereux naturellement pour le monde. Et donc, la Belgique est plutôt, où les Belges sont plutôt respectés. Et donc, moi, j'ai pu jouer un rôle dans l'Organisation internationale du travail comme président des travailleurs, mais aussi comme président général. Et donc, c'était accepté par le monde entier. Et pourquoi? Parce que j'ai appris le métier ici, chez nous, le métier de négociation, le métier de concertation, de voir, de résoudre, aller vers des solutions, de protester de temps en temps, très clairement, mais d'autre part aussi aller vers des solutions et en négociant avec le gouvernement, avec les employeurs. Et c'est pour ça que peut-être aussi les Belges sont bien aimés dans le monde. Donc, ça c'est un point. Un deuxième point est que peut-être nous avons déjà difficile dans notre pays, dans notre travail, mais d'autre part, c'est très important d'avoir des liens avec les travailleurs du monde. Tout ce que j'ai appris ici dans mon pays, dans la Belgique, c'est vous qui l'a donné. Ce sont les militants qui m'ont donné beaucoup de... Moi, j'ai donné des cours, mais j'ai surtout reçu des cours. Les militants qui parlaient de leur expérience, de vos expériences, j'ai toujours écouté tout ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait toujours aussi et que je fais encore dans le monde. Écouter les gens, écouter les travailleurs, on peut apprendre beaucoup. Et donc, si on voit l'engagement de certains dirigeants syndicaux, militants syndicaux dans des pays où ils risquent leur vie, comme en Colombie, comme au Guatemala, etc. Oui, allez, il faut avoir beaucoup de respect pour ces gens-là, il faut vraiment les soutenir. Donc, merci pour votre attention et tout le bien, beaucoup de succès dans votre travail.